Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha It's About Everything. On va parler de relationnel, un sujet important, primordial de parler. Autant qu'on aime annoncer le début d'une relation ou pendant la relation, mais quand c'est la fin d'une relation, c'est presque limite sujet tabou d'en parler. La honte, l'échec, on se dit, ah, mais c'est, j'annonce la rupture, c'est comment je refuse d'accepter la rupture. Alors qu'une relation, je parle des relations modernes, normales, ça se fait entre deux personnes. Si un parti ne veut plus continuer la relation, tu ne peux pas forcer l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de forcer l'autre. Moi, tant que je veux continuer la relation, je vais tenir la relation. Non, maintenant, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand une relation se termine, certains tournent la page. Ça, c'est les personnes saines, équilibrées dans leur tête. D'autres veulent effacer la personne. Ils se disent, si tu n'es plus avec moi, tu refuses d'être avec moi, tu ne vas être avec personne. Je vais te détruire. Aujourd'hui, on va direction les États-Unis pour une affaire réelle qui a été filmée où la rupture ne mène pas à une séparation, mais à une tentative d'élimination. En effet, c'est une personne qui, elle s'est dit, ah, ça ne fonctionne pas avec mon type, notre relation était vouée à l'échec, mais s'il n'est pas avec moi, il va être avec personne, je vais faire en sorte de l'éliminer et d'être bénéficiaire de ce qu'il a. Parce que je veux, en plus de le retirer sa vie, je veux bénéficier de tout le matériel, les accomplissements qu'il a. It's about everything. On est chez la Doha, on regarde qu'est-ce qui se passe et on se dit qu'est-ce qu'on peut retenir de cette actualité. Et c'est ça qu'on va faire ensemble dans le relationnel. Et dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire comment vous mettez fin à une relation. Quand vous savez, vous avez tenté une relation avec quelqu'un, finalement ça ne fonctionne pas. Comment vous décidez de dire je vais mettre fin à la relation? Est-ce que ça passe bien ou des fois vous êtes dans le blocage par message texte, par comment? Let me know, guys. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Baby what? Peut-être que oui. Je vais aux toilettes habituelles, s'il vous plaît. Avons-nous... Est-ce une urgence? Je n'ai pas échoué. La salle de contrôle est l'autre. Désolé, je vais rouler. Aucun problème. Aucun problème. Ça te dérange si je t'appelle Dahlia? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Bien, comprends-tu? Quoi? Quoi? Maintenant, petit à petit, je comprends un peu mieux. Quelle est ta compréhension? On m'a dit une chose et genre, toutes ces choses sont... Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que... Tu sais que tu es arrêté aujourd'hui. Tu es en état d'arrestation. Ça, j'ai compris. D'accord. Tu sais pourquoi? Pas vraiment, non. Vous ne connaissez pas mon tante Amande? Non, personne. Très bien, allez-y. Annoncez-lui le montant des frais. Vous êtes arrêté pour incitation au meurtre. D'accord? Ce qui signifie que vous avez tenté d'engager quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire votre mari. D'accord? Et c'est pour cela que vous êtes ici. Et c'est ce dont vous prenez la responsabilité. D'accord. Non. Non, vous ne comprenez pas, je n'ai jamais fait ça. D'accord. Mais encore... Voilà ce dont vous êtes accusé. D'accord. Et nous avons de nombreuses preuves pour l'étayer. D'accord? Donc, dans le respect de vos droits, nous souhaitons vous donner une opportunité pour faire un examen de conscience. Peut-être que vous allez vider votre sac et nous dire la vérité.
C'est ce que nous voulons entendre. Les preuves contre elle étaient accablantes, d'où l'absence de technique d'interrogatoire. Les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une affaire simple et évidente, et que la suspecte choisisse d'avouer maintenant ou non, ils pensent que l'issue sera de toute façon la même. Cela fait déjà quelques jours que nous travaillons sur cette affaire. Ce n'est pas le premier jour que nous faisons cela, en référence à ce dossier. Et nous avons beaucoup d'informations pour appuyer notre accusation. Ce n'est pas juste une petite affaire rapide. Donc, vous savez, nous ne savons pas quand vous nous mentez et tout ça. Nous voulons simplement entendre la vérité. Je veux dire, c'est fait. C'est terminé maintenant, vous savez, et c'est votre occasion de nous dire la vérité. C'est tout ce que nous voulons entendre et nous connaissons la vérité. Je sais que c'est vraiment difficile de s'engager pleinement là-dedans, mais c'est le moment idéal, vous comprenez bien? Avez-vous quelque chose de pertinent à dire à ce sujet? Peut-être une opinion ou une question? Je vais parler à mon mari. D'accord, ne parlez pas à votre mari. Il n'est pas ici en ce moment. Laissez-le rentrer à la maison. Il s'occupe de la maison et des chiens, alors... La bonne chose dans cette histoire, c'est que personne n'a été tué. Tragédie évitée. On peut voir les choses comme ça, vous savez. Aussi simple que ça. Une grande tragédie. Je veux dire, c'est la vie de quelqu'un, alors... Tout est enregistré, Dahlia. On ne peut pas le nier. Vous savez, tout est sur bande. Et c'est un peu bloqué. Actuellement, on va aller en Floride 2009. Donc, ça fait plusieurs années de ça. Il s'agit de Dahlia DiPolito, qui à l'époque, elle avait 26 ans. Donc, en 2009, elle avait 26 ans. Elle est mariée depuis 6 mois à Michael DiPolito. Donc, 6 mois de mariage, ça ne fait pas encore un an, c'est la moitié d'un an. Le couple vit dans un appartement estimé à environ 250 000 $ à l'époque. 2009, 250 000 $, c'est... À l'époque d'aujourd'hui, 2026, ça équivaut à près de 2000 millions ou même 1 million. C'est rendu cher les promonter. Vous voyez? Donc, c'est un appartement en Floride quand même assez très bien abordable, très beau appartement moyen et tout. C'est très bien. Tu démarres bien ta vie. Dahlia décrit le mariage comme toxique. Donc, elle-même, elle dit que son mariage était toxique en 6 mois, étouffant. Elle se sentait donc étouffée et affirme vouloir retrouver sa liberté. Donc, elle avait le plan, je veux te laisser mon très cher Michael, tu es toxique, tu m'étouffes, je veux retrouver ma liberté, je veux pouvoir aller danser sur les tables tranquille, tu m'emmerdes. Bro, ok? Mais au lieu de divorcer, de se dire je prends ma liberté, elle a calculé, elle a dit mais si je m'en vais, je divorce comme ça de lui, je ne vais pas bénéficier de son matériel, de l'argent qu'il me donne, le pain qu'il me donne. Et grâce à lui, je peux manger mes 3 repas par jour. Si je le laisse, je ne vais plus manger mes 3 repas par jour. C'est compliqué. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de contacter un intermédiaire pour faire assassiner, pour retirer la vie à son mari. Aussi simple que ça. Donc, elle va sur les recherches, j'imagine, sur les réseaux sociaux, sur Internet, un peu partout. Où est-ce qu'on va pour chercher ce type de demande-là? Je ne sais pas, mais elle a été cherchée. Ce qu'elle ignore, le prétendu intermédiaire, la personne qui était embauchée à gage pour éliminer son mari, était en réalité un policier infiltré. Donc, est-ce que le mari soupçonnait quelque chose? Il était beaucoup plus intelligent qu'on pense, j'imagine. Mais bref, elle a embauché un policier infiltré pour aller déjà éterminer son mari. Ce qui fait froid dans le dos. Durant les échanges enregistrés, Dahlia a fourni des photos de son mari. Elle remet les clés de la maison. Elle propose 3 000 $ à l'individu pour terminer son coin. Elle détaille un alibi précis. Donc, elle commence à donner son alibi, blablabla, blablabla. Elle était sérieuse dans tout ça. Elle affirme être sûre à 5000 %. Donc, ça veut dire que la personne dit, est-ce que vous êtes sûr qu'on va aller jusqu'au bout? Elle a dit à 5000 %, il faut que tu te débarrasses de lui. 5000 %. C'est même pas 100 %, c'est 5000 %.
et précise qu'elle ne veut jamais revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Elle est prête à le faire et c'est clair, elle était définitive dans son choix. Tout est filmé, documenté et clair. Il ne s'agit pas d'un coup de colère, il s'agit d'un plan réfléchi, elle était prête et sûre d'elle. La mise en scène policière. La police décide alors une opération choc. Devant la maison, ils ont mis des rubans jaunes, des sirènes. Il y a des people. Et faux périmètre de scènes de crime. Ils ont cherché les scènes de crime, les spécialistes de scènes de crime. Comme vous voyez, les documentaires True Crime, ils étaient tous sur place. Là. Tout le monde était équipé, était là. Quand Dahlia rentre chez elle, après le sport, elle croit découvrir que son mari a perdu la vie. Donc, elle se dit, ah, le plan a fonctionné. Elle est comme toute contente. J'imagine quand elle faisait son sport, elle était contente. Elle était comme, je vais prendre les assurances. Parce qu'elle veut l'argent du gars, right? Elle s'effondre. Donc, dès qu'elle arrive, elle commence à s'effondrer. Elle fait son acting. Et ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est passé? Mon Dieu. Elle pleure. Elle a versé toutes les larmes qui pouvaient exister. Elle était une grande pleureuse. Elle joue le rôle de la veuve. Oh my God, c'était l'homme de ma vie. Qui a fait du mal à l'homme de ma vie? Bref, on imagine. La révélation au commissariat. Quand elle arrive au commissariat pour signer les papiers, tout ça, la vérité éclate. Le mari est vivant. C'est-à-dire, le mari a pu la voir faire son cinéma. Il était comme ça. Il est vivant. Le soi-disant personne embauchée, qu'elle avait embauché, l'intermédiaire, elle se rend compte que la vérité éclate que c'était un policier. Toute la tentative est enregistrée, donc elle ne peut pas dire « Oh non, c'est un malentendu, c'est pas vrai, c'est une blague ». Tout est enregistré. Dahlia est immédiatement arrêtée pour sollicitation de meurtre. Donc elle arrive au poste pour signer les papiers pour conclure le tout. On la met en prison et puis on la confirme. Yo, tu t'es fait prendre, bitch. Et le gars est pas mort, il est bien vivant. Là, le mari la regarde. Ah bon? C'est comme ça que tu voulais m'éliminer. Au lieu de mettre fin au mariage, quand chacun va de notre côté, toi, tu voulais retirer ma vie comme ça, sale chienne. Et, bref. La justice. L'affaire connaît plusieurs procès. Il y a des appels qui ont été faits, des rebondissements médiatiques. Mais au final, suite à ça, elle a essayé de faire croire que « Oh, je vivais la violence conjugale. Il m'empêchait de vivre. Moi, je voulais tous les soirs aller danser sur les tables. » Lui, il disait non. Oh my God, il voulait pas. Il m'empêchait d'être libre de faire ma charrue. Bref, messieurs, arrêtez de marier de la charrue, maintenant. Dahlia D'Ippolito est condamnée à 16 ans de prison. Peine qui a été confirmée après appel. Donc, elle a fait plusieurs appels, mais ça a été confirmé, 16 ans de prison. Cette affaire n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'argent, de contrôle, refus de perdre, narcissisme blessé. Quand certaines personnes ne tiennent pas la liberté, l'argent ou le pouvoir, elles préfèrent détruire l'autre plutôt que partir. Et c'est ça qui arrive. C'est comme, vous avez tenté une relation ensemble, ça n'a pas fonctionné, deux personnes mentalement stables, équilibrées, ils vont se dire, ok, ça ne fonctionne pas, notre histoire, on a tenté le coup, comme n'importe qui essaie, mieux vaut essayer et puis voir si ça marche. Donc chacun, bonne chance à toi, bonne chance à moi, et chacun fait son chemin. Mais quand tu fais face à un narcissiste, le narcissiste va dire, moi je veux te détruire, je veux te faire du mal, je veux t'enlever la vie, tu n'as pas le droit d'être heureux après moi, je veux en plus que bénéficier de ton argent, parce qu'il y en a qui vont se dire, ils t'ont connu, tu étais là, ils avaient un mode de vie avec toi parce que tu avais de l'argent, ils vont se dire, là si je la laisse, ou si je le laisse, je n'aurai plus accès à cet argent, parce que lui, il l'a mis dans une belle, à l'époque en 2009, il l'a mis dans une belle appartement, qui vaut 250 000 de l'époque de 2009. Donc, c'est quand même un appartement maintenant qui vaut peut-être, qui est classé à 1 million. Donc, ou plus.
Donc, ça veut dire que c'est un appartement quand même luxueux de Floride qui était logé. Et puis elle s'est sûrement dit, je veux plus être avec lui, mais je veux bénéficier de son argent, de son matériel. Et voilà. Voilà. Donc, en effet, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, en parlant de Dalia Dipolito, elle est incarcérée dans le système pénitentiaire de Floride, a tenté à plusieurs reprises de faire appel, n'a jamais exprimé de remords clairs reconnus par la justice. Son cas est aujourd'hui étudié dans des programmes de criminologie et true crime. Est-ce que le couple a eu des enfants? Non. Le couple n'a jamais eu d'enfants ensemble. Dalia Dipolito, âge au moyen des faits, elle avait 26 ans. Donc, 2019, donc 36. Et 2026, donc 46 ans qu'elle a aujourd'hui. Profil, personnalité. Elle a une personnalité manipulatrice, froide, calculatrice. Motivation, c'est l'argent, contrôle, désir de liberté. Mais là, elle va être libre en prison. Stratégie, manipulation émotionnelle, préméditation. Michael Dipolito, victime de la tentative, employé dans le secteur immobilier, aucun antécédent établi, a survécu grâce à l'opération policière. Tu sais, c'était pas son moment de partir. Quand une relation se termine, on en revient à ça. Certains vont guérir, certains guérissent, certains se vengent, certains deviennent dangereux. Quitter quelqu'un ne devrait jamais être un risque de mort. Si ton partenaire parle d'argent comme d'un dû, c'est un problème. Ça veut dire que toi, tu dis, je dois terminer avec toi, la personne commence à te parler d'argent comme si tu le devais. Mais nanana, c'est un problème. Refuse la séparation. Ça veut dire que tu es avec un partenaire, puis finalement, ça ne marche plus. Tu te dis, tu sais quoi, moi, je veux te laisser. Lui te dit, non, tu ne vas pas me laisser. Moi, je ne veux pas te laisser. Mais c'est un problème. Comment tu ne veux pas me laisser? Moi, j'ai dit que je ne veux plus de relation avec toi. Je veux plus... Une relation avec deux personnes doivent investir ensemble, doivent pousser le mur. Si un des parties dit je ne veux plus, toi là, qui tu es pour dire moi je veux continuer? Si tu veux plus, mais non. Moi je t'ai dit que je ne veux plus, sale chien, sale fils de FDP. Ta mère, c'est une FDP, c'est une grosse PUTE. Et puis moi, j'ai dit, je ne veux plus de relation avec toi. Tu ne peux pas m'imposer d'être en relation avec toi. Il faut apprendre à respecter la fin de relation d'un parti. La relation se fait à deux. Si un parti dit, je ne veux plus, ça me tente plus. Peu importe son intérêt, son besoin, tu ne peux pas le forcer. Il y a trop de gens qui veulent forcer ça. Moi, je décide de rester. Donc, c'est toi qui veux partir, mais moi, je reste. Comment c'est toi qui restes? T'es une bête, un animal. Ta mère, c'est une PUTE et je sais qu'elle est obligée de recevoir des dicks, des bangalas, de recevoir tout ça à longueur de journée pour nourrir, pour t'acheter des sacs de sucre. Mais si tu es en relation avec quelqu'un, la personne dit je ne veux plus de toi, tu ne me satisfais pas, tu ne m'apportes pas ce que je pensais que tu pouvais m'apporter, it's over, it's done. Tu peux pas dire mais moi j'ai décidé qu'on continue. Hell no. Yo, on n'est pas ta mère. Montre des signes de contrôle extrême. Il faut partir, protège-toi, alerte. Cette histoire est la preuve que l'amour peut finir, mais l'ego mal placé peut tuer ou tenter de tuer. Il faut toujours garder lucidité parce que oui, en effet, c'est un fait réel. Il y a des gens qui sont égoïstes comme ça, qui se disent « Tu ne veux plus de moi, mais personne ne va avoir accès à toi. Je ne veux pas que tu sois heureuse. » Ces mêmes personnes-là vont soit tenter d'aller faire des incantations, vont tenter de prendre leur argent pour aller essayer de dire « Je vais mettre ton nom dans les bouteilles. » Mais ça ne fonctionne pas sans ton consentement. Si ton esprit dit « Non, tu ne vas pas mettre mon esprit dans les bouteilles. » Ta mère, la PUTE, elle n'a pas été mise dans les bouteilles, puis c'est moi qui tu vas mettre dans les bouteilles. Va mettre ta PUTE de merde dans les bouteilles et on va en parler. Yo, I saying the way I saying it, ok? Et c'est ça. Donc, dans cette vidéo, nous revenons sur l'une des affaires criminelles les plus troublantes des États-Unis. L'affaire Dalia Dipolito, une femme condamnée pour avoir sollicité l'assassinat de son mari quelques mois seulement après leur mariage.
C'est possible qu'elle était dans une relation toxique. C'est possible que le mari était violent avec elle et toi, tu faisais quoi que ce soit. Elle avait l'option de juste divorcer, de se casser, de dire « it's over ». Peut-être qu'aussi le gars, il faisait de la pression. Maintenant, si tu me laisses, le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Ils vont dire que tu es une mauvaise femme. Et elle s'est dit, la seule façon de quitter cet individu-là, c'est de le... Peut-être aussi c'est ça, parce qu'il y a des fois là, il y a des personnes qui veulent tellement forcer la relation. Moi je me dis, si tu es dans une relation avec quelqu'un, la personne te trompe, la personne te parle mal, la personne est un ennemi pour toi, la personne à peine pas ta paix, mais la personne ne veut pas te laisser, la personne, elle est provocante. Ça c'est une attitude de provocation, elle veut vraiment que tu fasses le pire avec elle. Aussi simple que ça. Donc, cette vidéo, elle s'appuie sur des faits judiciaires établis, des enregistrements authentifiés et des décisions de justice officielles. Aucune information n'est présentée comme une opinion personnelle. L'affaire soulève des questions essentielles. Pourquoi certaines ruptures dégénèrent-elles en destruction totale? Comment le narcissisme, le besoin de contrôle et la cupidité peuvent mener à l'irréparable? Quels sont les signaux d'alerte psychologique à ne jamais ignorer dans une relation? Et l'objectif de cette vidéo est bien entendu d'informer, analyser le profil psychologique, sensibiliser aux relations dangereuses et de savoir que, tu sais, la fin d'une relation en soi, c'est complètement correct et acceptable. Une rupture ne doit pas être vue comme une arme, ne doit pas être vue comme une attaque. Donc, tu es dans une relation avec quelqu'un, tu essaies, comme avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas, tu as le droit de dire c'est terminé. Tu ne dois pas te sentir oppressé de rester dans la relation au risque de ta vie par des menaces, par des sous-entendus, par des points de vouloir te détruire parce que tu ne veux plus de cette relation. OK? Et puis, beaucoup vont essayer de créer de la manipulation, de créer quoi que ce soit pour te forcer dans des relations que tu ne veux plus être. Mais ces personnes-là sont que des PUTE. Et I say what I say, OK? Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Michael DiPolito, âgé de 38 ans, a décidé de faire appel à une escorte pour la nuit pendant que sa femme était absente. Mais 35 minutes après avoir appelé un service religieux ce soir-là, Dalia Muhammad, âgée de 26 ans, est venue frapper à la porte d'entrée de Michael, qui était marié. Mais 2 semaines seulement après cette première cérémonie, Michael DiPolito a demandé le divorce après 7 ans de mariage et il a immédiatement demandé Dalia en mariage avec une bague de fiançailles d'une valeur de $20 000. Dalia a évidemment accepté et tous deux se sont mariés 4 mois plus tard, le 2 février 2009. Le contrôleur judiciaire de Michael DiPolito s'est présenté à l'improviste pour la toute première fois. En réalité, Michael avait purgé 7 mois de prison en 2001 pour une affaire de fraude et avait écopé de 28 ans de probation. Le contrôleur judiciaire et 2 détectives ont confronté Michael en lui annonçant qu'ils avaient reçu plusieurs appels anonymes signalant que Michael vendait depuis la maison qu'il partageait avec Dalia. Ils ont fouillé la maison et n'ont rien trouvé. Le week-end suivant, Dalia et Michael sont allés passer le week-end dans un bel hôtel à Palm Beach. Et vers la fin du séjour, Michael et Dalia se sont réveillés alors que la police fouillait la voiture de Michael sur le parking, affirmant avoir reçu un autre appel anonyme selon lequel il faisait du trafic depuis sa voiture. Une fois de plus, les policiers la fouillent et ne trouvent rien. Et à cause de toutes ces fausses accusations anonymes, la police a finalement décidé de le laisser partir. Le lendemain matin, vers 5h40, Dalia est partie à la salle de sport et Michael s'est préparé à promener les chiens. C'était seulement quelques mois plus tard. Environ 1 heure plus tard, Dalia a reçu un appel inattendu à la salle de sport d'un sergent du département de police de Boynton, lui demandant de rentrer chez elle immédiatement. Quelque chose s'était passé. Dalia s'est précipitée chez elle et a été stupéfaite de voir des rubans de scène de crime, des équipes de journalistes et la police entourant sa maison. Dalia s'approche des policiers et ils lui annoncent qu'ils ont répondu plus tôt ce matin-là à un appel signalant des coups de feu tirés à son domicile et que son mari, Michael DiPolito... Les gens le font et j'étais un très bon mari. Et j'ai fourni tout ce dont nous avions besoin. Et vous savez, cela étant dit, figurez-vous que ce n'était pas le cas. Je ne sais pas de qui parlent ces gens, mais ce n'est pas cette fille-là. Tu sais, et je me sens mal. Je n'ai même pas envie d'être ici. Depuis le début, j'ai toujours tendu la main. Rendez-moi ma maison. Finissons-en.
Je supplierai le juge de faire quoi que ce soit. Personnellement, je n'y gagne rien. Vous connaissez la différence entre moi et je suppose que vous comprenez ce qui se passe ici? Tu sais, je suis allé en prison. Tu sais comment j'y suis arrivé? J'ai dit, je l'ai fait. Oui, j'ai réussi. Finissons-en et réglons le problème. Vous savez, cela ne s'est pas produit ici. Je veux dire, cette fille ne regrette rien, elle ne pense toujours pas avoir fait quoi que ce soit. Et croyez-moi, je n'ai pas envie de venir ici et d'être désagréable, mais la réalité c'est que je m'assois et j'écoute tout ça. Même aujourd'hui, on parle d'un nouveau procès. Un nouveau procès, pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Qui n'a pas compris ce qui s'est passé ici? Ils ne veulent toujours pas admettre qu'il s'est passé quelque chose. Rien de grave ne s'est produit. Tout va bien. Rentrons tous chez nous et tout ira bien. Je ne vais pas bien. Vous savez, mon père est décédé. J'étais censé pouvoir voyager pour le voir. Je n'ai pas pu voir mon père. Tu sais, mon père est mort. Et... Vous savez, cela faisait partie de mon plan. Sortir de ma période de probation, aller voir ma famille, passer du temps avec mon père. Si elle en avait été propriétaire comme une personne normale, cela aurait assumé quelque chose, j'aurais respecté ça. Mais quand j'arrive au tribunal, j'entends que je veux une émission de télé-réalité. Dès qu'on sortira d'ici, ils vont faire appel. Tu sais pourquoi? Ils pensent que tout le monde dans cette pièce est stupide. On est tous stupides et ils sont plus intelligents que nous. Personne n'a rien fait. Mon Dieu, c'est une fille formidable. Quand je l'ai rencontrée, je pensais ça. Je ne veux offenser personne. Et, crois-moi, j'ai de la peine pour tous ceux qui sont ici en train de pleurer. Mais tu sais quoi? Je dois avoir de la peine pour moi-même. Personne ne m'aide. Ma mère a fait une dépression nerveuse. Je me dis, je vais faire une dépression nerveuse. Tu sais, il y a des jours où je ne sais même pas comment je me sens. Ce n'est pas juste. Comme je l'ai dit, et je le pense sincèrement, j'aurais aimé que nous ne soyons pas ici. J'aurais préféré qu'elle fasse n'importe quoi d'autre que ce qu'elle a fait. Le jury vous a reconnu coupable, Madame d'Hippolito, de sollicitation en vue de commettre un meurtre au premier degré. Ma tâche est de déterminer une peine appropriée, entre 48 mois et 30 ans au département des corrections. Comment puis-je vous réhabiliter après ce que vous avez fait? Et je pense que c'est le résultat d'avoir brouillé votre boussole morale. Je pense que votre boussole morale est déréglée. Je pense que ce n'est pas comme sortir un toxicomane de la drogue ou un alcoolique de l'alcool. Mais la réhabilitation, j'espère qu'elle fera partie de cette peine. Une grande variable, et celle qui est la plus évidente, c'est la punition. On impose une peine pour punir un mauvais comportement, un comportement criminel, et cela va constituer une grande partie de cette peine. Et un autre facteur valable dans l'imposition d'une peine est la rétribution. Et la rétribution consiste à donner à la société un exutoire, une issue, le sentiment que cette personne a eu ce qu'il ou elle méritait. Donc je prends en compte ces facteurs et j'essaie de déterminer ce qui pèse le plus pour adapter une peine à votre cas. Et cela dépend des faits de l'affaire, mais aussi de qui vous êtes et de ce que vous pensiez. Et voici comment je vois les choses. Je pense qu'une grande partie de cela est liée à ceci. Quelles étaient vos motivations? Qu'est-ce que vous faisiez? À quoi pensiez-vous à ce moment-là? Et j'en arrive simplement à la conclusion la plus évidente. Vous étiez motivé par la cupidité, par l'avidité. Il n'y a aucune preuve que vous étiez battu et que vous vous défendiez, que vous étiez une femme battue, que vous étiez alcoolique, que vous étiez victime de maltraitance dans votre enfance, que vous agissiez d'une manière ou d'une autre pour vous défendre, même sous une idée fausse. Il n'y a rien de tout cela ici. Toute votre conduite, en réalité, n'était entièrement que pur et simple égoïsme. Et vous essayez simplement de prendre tout l'argent que vous pouviez obtenir. Pour pouvoir continuer à mener cette vie effrénée, dès le mois de mars, vous avez commencé cette campagne acharnée pour vous débarrasser de votre mari. D'abord, vous vous dites, eh bien, je vais simplement le faire envoyer en prison, et cela suffira. Vous avez utilisé la ruse et la sophistique pour tromper les autres et les entraîner dans votre toile de mensonges. Vous étiez le marionnettiste qui tirait toutes les ficelles. Vous n'agissiez pas sous la direction de quelqu'un d'autre. Vous n'étiez pas sous l'influence de quelqu'un d'autre. C'est vous qui donniez les ordres. Et vous étiez engagé dans une ligne de conduite, ce n'était pas un simple moment d'égarement ou un manque de discernement,
Ce n'était pas comme « Ah, j'ai grillé un feu rouge, je n'aurais pas dû faire ça » ou « Ah, à quoi je pensais, j'avais l'arme à la main et j'ai tiré parce que j'étais en colère ». Pendant des semaines et des mois, vous avez poursuivi ces différents stratagèmes pour essayer de vous débarrasser de votre mari. C'était digne d'un roman. Et c'était, vous savez, horrible de voir tout cela se dérouler au fur et à mesure que les témoignages du procès étaient révélés. C'était le mal à l'état pur. Après ces tentatives de faire disparaître votre mari en essayant de le renvoyer en prison pour une longue période, et lorsque vous avez appris que ce n'était pas suffisant d'avoir la maison à votre nom, car si vous vouliez la vendre, il vous aurait quand même fallu sa signature. Je pense que c'est à ce moment-là que le comportement est devenu encore plus sinistre. Monsieur Salnick indique qu'éprouver des remords ou dire « je suis désolé » ne veut vraiment rien dire. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'encore aujourd'hui, monsieur D'Ippolito est toujours votre mari. Je pense que dire « je suis désolé, c'est ma faute, je l'ai fait » aurait été très important. Non seulement pour sa guérison, mais cela aurait peut-être aussi servi vos propres intérêts. Mais je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu la moindre once de remords. C'est tout le contraire. Lorsque vous avez été confronté aux faits évidents, le témoignage le plus puissant sur qui vous êtes, c'est quand vous étiez au poste de police. Et votre mari est passé devant, a regardé à l'intérieur et vous le suppliez, lui disant que tout cela était une erreur, lui répétant que tout cela était une erreur. Et puis plus tard, au téléphone, vous disiez qu'il vous confrontait avec les preuves. J'ai vu les enregistrements, j'ai vu la vidéo où vous essayez de me faire tuer. Et vous lui avez simplement dit de sang-froid, « J'ai vu ce que tu as vu et je te dis que ce n'est pas vrai. » Et c'était stupéfiant, ce déni de sang-froid auquel vous êtes prête à vous livrer pour essayer d'éviter l'évidence. Vous montrez une certaine facette de qui vous êtes avec votre mère, votre sœur, votre frère. Et ils voient le bon en vous, comme des frères, sœurs et parents devraient le faire. Mais qui vous êtes quand personne ne regarde, à part une caméra dans une voiture de police, est tout à fait différent. Et je pense que cela touche profondément votre âme et en dit long sur